Aujourd'hui, on reçoit Samy Kanan, ancien maire de Genève, pour une conversation sincère. Bienvenue dans En bonne compagnie. Bonjour Samy, comment est-ce que ça va? Bien, et vous? Super, merci. Alors pour cette première partie, on va parler un petit peu de votre parcours, de votre vision, de votre enfance. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Alors, il me semble que vous êtes libanais, c'est bien ça? Vous êtes né à Beyrouth, il me semble. Alors effectivement, je suis né à Beyrouth de parents en fait d'origine mixte, puisque en fait ma mère, en tant que jeune femme, s'est retrouvée au Liban, a travaillé à l'ambassade de Suisse au Liban, Ok. et a connu mon père, et donc ils se sont mariés. Et donc je suis né d'un couple suisse-libanais, on va dire. J'ai grandi largement au Liban, effectivement, avec ma sœur, avec des allers-retours en fonction de la situation là-bas, vu que malheureusement il y a aussi les périodes de guerre. Ouais, Donc on était aussi souvent en Suisse, et on a même été en Grèce entre deux. ok. Et donc, du coup, vous avez grandi dans quel type d'environnement un petit peu? Votre enfance, c'était quoi? Alors justement, c'est ce milieu mixte, on va dire, qu'aujourd'hui on appelle expat. À l'époque, le mot n'existait pas du tout. On ne parlait pas d'expat, mais simplement il y avait à Beyrouth, qui était une ville très ouverte. On dit souvent c'est le carrefour entre l'Orient et Mm. l'Occident. Il y avait une forte communauté étrangère très mixte, aussi bien diplomatique, économique, intellectuelle et artistique. Et donc, comme la langue commune de mes parents c'était le français, les deux n'étant pas francophones au départ. En fait, la langue première de mon père c'était l'arabe Oui, et de ma mère l'allemand et le suisse-allemand. Mais il parlait très bien le français, donc on est allé dans les lycées français du Liban. ok. C'est-à-dire que j'ai une éducation scolaire en fait qui était très marquée par la scolarité à la française. C'était des lycées, d'ailleurs soutenus par la République française. Mm. Et puis donc on faisait à la fois le programme français du bac et libanais du bac libanais. Donc c'était intense, Oui, mais c'était très enrichissant. Et puis c'était à part, comme j'ai dit, les mauvaises années de guerre, c'était des belles années. Donc on était aussi beaucoup avec la communauté suisse au Liban, avec la famille côté libanais, donc un environnement assez mixte. et justement, en parlant de cette mixité, vous arriviez quand même à trouver un juste milieu ou ça a été compliqué? Alors non, on trouvait très bien c'était plutôt enrichissant. Je pense que ça a aussi amené beaucoup d'expériences très utiles dans la vie en général, humaine, Mm. pratique, la flexibilité aussi de s'adapter à des environnements très variés. Parce qu'évidemment, on allait souvent en vacances en Suisse, donc le contraste était intéressant aussi entre les deux pays. Après, ce qui est devenu compliqué, évidemment, c'est quand le pays est entré en guerre à différentes phases. Alors ça, évidemment, comme on voit dramatiquement en cours séjour, évidemment, ça bouleverse les vies des Mm. gens, privés, professionnels, scolaires et ainsi de suite. Ça force à bouger, à migrer. Et encore, il faut avoir la chance de partir, parce que les gens ne peuvent même pas partir, hein, suivant quoi. Alors c'est vrai que les Libanais, on sait que c'est un des pays qui a la plus grande diaspora au monde, à l'étranger. On dit qu'à peu près 10 millions de Libanais hors du Liban pour 4 millions au Liban. Ok. Et les liens sont souvent très denses. Mm. Souvent, d'ailleurs, c'est les Libanais l'étranger qui aident leur famille au Liban dans les périodes difficiles. Et donc, oui, alors voilà, ça renforce encore le côté s'adapter à des nouveaux environnements. J'ai changé souvent d'école, parfois avec des allers-retours. Mais ça s'est globalement bien passé. Ok. Alors justement, en parlant d'école, c'est quoi votre parcours scolaire? Alors donc, effectivement, un parcours en lycée français, de type français, bac scientifique, Ah ouais? voilà. La dernière année, donc comme une fois de plus, malheureusement, il y avait des combats et que mon lycée était sur la ligne de démarcation. Comme de toute façon, je voulais faire mes études en Suisse, on a accéléré ça et donc je suis arrivé en Suisse pour ma dernière année vers le bac, donc là, ce qui c'est la terminale en système français. Ok. Et puis ici, la dernière année de gymnase ou de collège, je suis revenu en Suisse. Et donc finalement, j'ai fait, comme mes grands-parents étaient basés à Berne, c'était notre lieu de repli quand on était en Suisse, et toute la famille était du côté de Berne. J'ai fait mon bac, donc ma maturité du coup en Suisse, dans le canton de Berne, au gymnase français de Bienne. Et donc là, je suis resté sur l'axe scientifique. Ok. Alors, vous étiez quel type de jeune, vous? Bonne question. J'étais curieux, il se trouve que j'étais plutôt bon à l'école, j'étais curieux de plein de choses, j'étais assez polyvalent, c'est-à-dire que j'étais assez bon dans toutes les matières. J'étais assez idéaliste, je me disais, est-ce qu'il y a sûrement moyen d'avoir un monde meilleur ou disons plus juste, avec moins de guerres, moins de problèmes que celui qu'on connaît. Donc je me suis engagé assez vite, assez jeune déjà, à 16, 17, 18 ans, dans différentes causes Ah oui? idéalistes, ouais, Ok. notamment pour la paix. Alors, il y a un côté naïf, mais enfin, je trouvais important. Mm. Ouais, j'étais assez
dire sage. Je n'ai pas fait spécialement de grandes bêtises d'adolescent. Je pense aussi que la situation voulait qu'il fallait être un peu focus quand même justement sur la scolarité. Ouais. Il y avait quand même ce côté où, vu les complications, il fallait d'autant plus arriver au but. Et du coup, j'ai réussi ma maturité en 82. Et puis après le choix des études, il se trouve que j'aurais pu faire plein de filières. J'étais un curieux. J'ai choisi la physique. La physique. Donc vous avez un peu ce côté scientifique Ouais. finalement. Même si je ne Incroyable. suis pas resté, Oui. et comme il se trouve que mon ancrage en Suisse est plutôt suisse-alémanique, les gens autour de moi me disaient ah là, l'école, encore maintenant, mais à l'époque encore plus, la plus prestigieuse en Suisse, c'était l'école Polytechnique fédérale de Zurich. Mm. Et donc j'ai fait mes premières études à Zurich en physique. Ok. Et alors, c'est à quel moment que vous avez eu ce déclic de vous dire finalement, pourquoi pas de la politique? Alors assez jeune en fait, c'est-à-dire que je me suis engagé donc dans des associations. Par exemple à l'époque il y avait le grand débat en Suisse pour le service civil comme alternative au service militaire, ou bien pour les enjeux de comment accueillir correctement les migrants. Donc différents enjeux autour du lien social, de la lutte contre les exclusions diverses, le racisme, contre la guerre. Et puis c'était aussi, il faut dire, les années 80, à l'époque encore la guerre froide en Europe, donc aussi pas mal de manifestations contre le surarmement de part et d'autre. Il y avait aussi les premières causes, je me suis engagé assez vite dans des causes internationales, comme par exemple, à l'époque, la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Puis surtout que la Suisse, malheureusement, certains milieux en Suisse étaient un peu complices d'aider le régime d'apartheid à contourner les sanctions. Donc on s'engageait là-dessus. Et puis, donc c'est venu assez tôt. Mm. Après, j'ai pas adhéré tout de suite à un parti politique, c'était plus par rapport à des ONG. Je me suis aussi beaucoup engagé dans le mouvement étudiant à l'époque. Les associations d'étudiants, que ce soit à l'échelon physique, ensuite école polytechnique, ensuite suisse et même européen. Ok. Et les hasards de la vie font que je me suis retrouvé dans le circuit des unions nationales d'étudiants en Europe, dans les années entre, en gros, 84, 91. Et c'est donc la fin de la guerre froide. On ne savait pas encore que ce serait la fin de la guerre froide, évidemment. Mm. Mais c'était passionnant parce que quelque part, j'ai appris beaucoup aussi grâce à ça, parce qu'en m'engageant dans ces circuits, on apprend en quelque sorte négocier, préparer des dossiers, préparer une forme de diplomatie. Alors, ça dit un peu naïvement, mais quand même, il y avait des enjeux, on se croisait, que ce soit à l'échelon local ou international, européen. J'ai beaucoup appris avec ça aussi, justement, différents contextes culturels, différentes opinions. Donc c'est très, très formateur. Ok. Du coup, j'ai pas accordé autant de soins qu'il fallait à mes études peut-être, donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour finir mes études de physique, mais j'ai terminé. Ah, vous avez quand même réussi Oui, à... oui, j'ai fait mon diplôme. Alors effectivement, c'était un peu plus long que la moyenne. Ouais. C'est quand même des études très intenses, mais j'étais diplômé en 89. Ouais. Ok. Et pourquoi vous n'avez pas justement arrêté cette filière et vous avez voulu y aller jusqu'au bout? J'avais commencé, je voulais terminer quand Ouais, même. Je savais ça qu'un vous tenait à diplôme de cœur. physicien, alors même si après je suis pas resté en physique, je pense que c'est une formation qui, au-delà de sa spécialité, est très polyvalente. Mm. Vous avez un esprit analytique. En physique, vous avez l'infiniment petit, l'infiniment grand. Il y a toutes sortes de notions qui sont structurantes, qui, quelque part, aident pour beaucoup d'autres choses en termes d'esprit analytique et d'apprécier les grands enjeux. Mais effectivement, vu mon intérêt pour le domaine politique au sens large, la société, l'action publique, et puis j'étais devant un choix, donc j'aurais pu rester en physique. J'ai décidé de comprendre mieux ce que c'est justement le système public, institutionnel, les rapports de force dans la société, la démocratie, et donc d'étudier sciences politiques à Genève. Ok. Et c'est la raison de ma venue à Genève. Ok. Et si par exemple vous seriez resté dans ce domaine de physique, etc., vous seriez vu faire quel métier? C'est intéressant parce qu'à l'époque, je simplifie un peu, mais soit vous continuez en recherche. Moi, je pense que j'étais pas forcément, je peux me tromper, mais assez bon pour faire une vraie carrière de recherche, jusqu'à professeur de physique dans le milieu universitaire. Soit vous pouviez, ce qui est un très beau métier, mais ça ne me tentait pas d'être enseignant au niveau bac, enfin au niveau même scolaire, enfin, au sens large. Ouais. Et puis dans l'industrie à l'époque, il y avait l'image peut-être un peu simpliste qu'en gros les physiciens étaient soit dans l'industrie nucléaire, soit dans l'industrie de l'armement. Un peu pacifiste quand même, anti-nucléaire. Il y avait d'autres opportunités, je pense. Et comme par ailleurs j'avais cette fibre forte pour l'action publique, peut-être aussi c'est que consciemment je me suis dit, bon, je suis quand même francophone de première langue, même si je parle bien l'allemand et le suisse allemand, donc c'est peut-être aussi l'enjeu d'aller vers le côté francophone de la Suisse. Donc Genève probablement offrait cette synthèse entre justement des études de sciences politiques et puis ce côté suisse mais international, francophone et vraiment très ouvert sur le monde. Une société très variée. Ok. Alors Samy, il y a deux domaines qui vous caractérisent principalement, j'ai trouvé, c'est la culture et la jeunesse.
Ça vient d'où? Alors, comme souvent dans la vie, c'est un mélange d'opportunités puis de choix. J'ai effectivement un parcours très polyvalent. J'ai travaillé des années dans la collaboration académique suisse et européenne. J'ai été indépendant plusieurs années comme consultant pour les affaires publiques au sens large. Et puis il se trouve que lors des élections où je me suis présenté à l'exécutif en 2011, le département de la culture était vacant. Et dans la configuration de l'époque, c'est pour ça qu'il y a aussi des contextes qui aident les choix. Du côté gauche de l'échiquier politique, j'étais le seul qui potentiellement s'intéresserait à ce domaine. Les autres pour diverses bonnes raisons. Et puis il y avait des candidats à droite. Donc du coup, il y a aussi un pari, je pense, en partie du milieu de se dire, bon, tant qu'à faire. J'ai eu la chance d'arriver avec un œil neuf parce que j'étais pas spécialement impliqué là-dedans, dans la gestion des affaires culturelles, ce qui était plutôt un atout. Je faisais partie d'aucun clan. Et puis, alors, peut-être que ça traduit aussi mon histoire familiale dans les faits, puisque mes parents, sans être artistes eux-mêmes, étaient très très proches des milieux artistiques et intellectuels au Liban. Ils avaient plein d'amis artistes, on avait des œuvres d'artistes en partie connues chez nous. Il y avait des vernissages, des expositions. Peut-être que c'est une sorte de retour là-dessus. Et donc, effectivement, puis à Genève, on a une vie culturelle très riche qui contribue justement à se vivre ensemble, au fait que les gens, à travers leurs différences, puissent se voir, les festivals, les musées, les théâtres, la fête de la musique, par exemple, qui est une magnifique manifestation. Et donc, je trouvais passionnant, au-delà de l'art pour l'art qui est vital, mais aussi justement la contribution de la culture à cette société, à cette diversité, à la faire vivre ensemble, à la faire fonctionner ensemble. Donc, j'ai mis beaucoup d'accent aussi sur comment impliquer les gens qui ne vont pas naturellement vers un musée ou un théâtre ou un opéra même. Par exemple, chez les jeunes, c'est peut-être plus la culture hip-hop qui va marcher. Oui. Et donc de les faire venir dans les musées avec du hip-hop, et ça a fait des choses géniales, parce que c'est mutuellement la découverte. Aussi d'autres publics qui ne s'attendent pas. Ou bien les gens qui ne se sentent pas légitimes, voilà, qui se sentent pas... Donc c'était passionnant, c'est complexe, parce que dans la culture, vous avez forcément des égos très marqués, c'est normal, hein, les artistes au sens large, les conservateurs scientifiques aussi, d'ailleurs c'est leur vie, c'est pas juste un job. Donc il faut arbitrer, voilà, parfois ça marche pas comme on veut, mais c'était passionnant. Et puis la jeunesse, c'est un concours de circonstances, mais quand l'ancien conseiller fédéral Alain Berset m'a sollicité pour prendre la présidence de la commission fédérale enfance et jeunesse, j'étais très heureux de cette opportunité, parce que c'est banal de le dire, mais quand on dit la jeunesse c'est l'avenir, souvent on s'arrête là, puis on dit ok, bon c'est un peu le cliché, mais dans le monde d'aujourd'hui encore plus, quoi. Surtout en plus avec les enjeux démographiques. Puis un monde d'aujourd'hui qui est quand même pas très rassurant si on le prend comme ça de manière un peu simple par rapport aux jeunes, le monde qu'on leur laisse, nous les adultes, enfin les plus âgés. Et dans ce pays, historiquement, on parle toujours des jeunes, des enfants, c'est génial, mais concrètement, leur place dans la société n'est pas toujours pleinement reconnue. Si on parle aussi bien des politiques familiales de soutien aux enfants, c'est-à-dire sur les crèches, les allocations, c'est un peu mieux. Et puis les jeunes eux-mêmes, la place qu'on leur donne quand on parle de participation, c'est de leur donner la parole. Les activités extrascolaires, penser aux jeunes qui vont pas bien, donc je trouve une belle opportunité. Donc je préside, c'est une commission consultative du gouvernement fédéral, et donc on peut se saisir de sujets importants, ça peut être aussi bien la pauvreté que les pratiques numériques, que les pratiques de consommation, plein de sujets. Ouais. Et notre mission, c'est d'avoir le recul au-delà des actualités immédiates pour donner des recommandations. Ok. Alors, avec toutes ces années de politique, qu'est-ce que ça vous a appris sur l'humain, exactement? C'est effectivement une expérience humaine intense, parce que surtout dans le système suisse, qui est un système beaucoup basé sur la concertation et la négociation, pas heureusement, c'est-à-dire qu'à peu près personne n'a un pouvoir suffisant pour agir tout seul. Bien sûr qu'on a une parcelle, hein, en tant que membre d'un exécutif, j'ai forcément une influence du pouvoir, mais très vite, et c'est très bien. On doit voter des crédits, on doit négocier avec les collègues, avec le Parlement, avec les partenaires à l'extérieur. Et donc, ça demande du travail et de l'effort. Et à la longue, on repère aussi comment essayer de rassembler. Apparemment, j'avais des caractéristiques assez fédératrices. Ça n'a pas toujours marché, mais je veux dire, il faut s'écouter. Il peut y avoir des différences de point de vue, il peut y avoir des divergences. Parfois, elles sont insolubles, c'est pas grave. Mais d'essayer quand même de construire quelque chose de commun. Inciter les gens à collaborer. Le réflexe, ça peut être dans l'administration, dans le milieu culturel, en l'occurrence, dans plein de milieux, c'est de travailler un peu en silo. C'est de justement casser les murs des silos et puis travailler ensemble. Et c'est possible, il y a de très belles histoires, ça demande du travail. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un défi, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, aussi peut-être amplifiée par les réseaux sociaux, de plutôt se réfugier dans les réactions simplistes et très immédiates, un peu superficielles.
des opinions très vite arrêtées, parce qu'on est derrière son écran, on réagit comme ça à chaud, et d'oublier qu'on le veuille ou non, l'être humain, collectivement, c'est du boulot. Enfin, c'est-à-dire que ça ne marche que si on travaille ensemble Oui. et qu'on prend sur soi, parfois. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais qu'il faut travailler ensemble pour arriver à un résultat. Et à la longue, c'est beaucoup plus rentable, en quelque sorte, pour tout le monde, mais que peut-être dans un premier temps, c'est plus compliqué. Et c'est à tous les niveaux. Hein. Et c'est un des risques qu'on a aujourd'hui avec cette polarisation et cette fragmentation. Je lisais un article sur le fait qu'on sait que dans pas mal d'endroits, à part le centre-ville, mais par exemple les cafés traditionnels, les petits bistrots de quartier ont tendance à disparaître. Oui, c'est vrai. Et c'était des lieux, on l'a sous-estimé à quel point, enfin on le sait, c'est des lieux de sociabilisation, même si les gens se chamaillent, même si j'en sais rien, mais ils se croisent, ils voient du monde, ils discutent. Et si c'est remplacé par être derrière son écran à se lâcher, voilà, être inadéquat dans la forme, c'est une mauvaise tendance. Mais c'est comme si en partie on oubliait que justement, c'est pas toujours donné. Il faut négocier, il faut discuter. Parfois il faut trancher, bien sûr, mais que ça vaut la peine. Et alors, en prenant un petit peu de la hauteur sur votre parcours, est-ce que vous êtes fier de vous, Samy? Oula, ça c'est la question piège. Je peux être heureux d'un parcours très enrichissant. Je pense que j'ai modestement pu apporter des contributions. J'ai appris beaucoup. On apprend énormément. On apprend plus soi-même que je pense que ce qu'on apporte aux autres, mais c'est aussi ça qui fait le plaisir de ce genre d'engagement collectif. Il y a des moments bien sûr fatigants, il y a des moments de déception. Dans le système suisse, par exemple le musée d'art d'histoire, qui est l'institution emblématique à Genève et qui depuis des années doit être rénové, agrandi, on a échoué avec un projet devant le peuple en 2016. Ouais. Et bon, en Suisse, voilà, les votations, ça fait partie on n'a pas réussi à convaincre suffisamment. Un nouveau projet est en train d'émerger qui visiblement rassemble largement et j'en suis très heureux. Ok. Mais il y a aussi des belles victoires, donc oui, globalement, oui. Et si vous deviez donner un conseil au Samy enfant, ça serait lequel? Disons, en tant qu'enfant, il s'est pas trop mal débrouillé. Peut-être de faire un peu plus de bêtises à l'âge adolescent, façon de parler, non. Non. Vous pensez que vous n'avez pas assez profité? Non, si. Alors, par contre, j'ai rattrapé en partie, parce que c'est vrai que dans la période fin scolarité-études, là, il fallait vraiment être focus. Ouais. Après, pendant mes études, honnêtement, en fait, je me suis éclaté dans ces histoires de négociation au niveau européen. Et là, je suis très heureux d'avoir vécu cette Europe-là du mur de Berlin encore, qui paraît maintenant abstraite. J'ai vécu la chute du mur de Berlin, c'était quand même très marquant pour notre époque. Oui, j'imagine. Et j'ai un attachement particulier avec Berlin à cause de ça, entre autres, parce que ça symbolise cette Europe. Et puis, à Genève, je dois dire, quand je suis arrivé à 25 ans, donc pas tout jeune, c'était l'apogée des lieux occupés, des squats, aussi dans leur dimension festive et culturelle. Ouais. Et là, je fais beaucoup la fête. C'est vrai? Oui, parce que c'était vraiment, l'usine avait ouvert au printemps 89. Il y avait tout ce mouvement. Il y avait justement cette tolérance que si un immeuble était vide depuis longtemps, donc qu'il y avait un accord, on pouvait l'occuper. Alors moi, j'ai pas vécu en squat, mais il y avait surtout tous ces lieux très créatifs et des grands artistes sont nés dans ces lieux. Ouais. Et ce côté très expérimental et qui était globalement assez convivial et qui est très intégrateur pour toute une frange de la jeunesse. Eh ben, merci beaucoup, Samy. Merci C'est à la vous. fin de cette première partie et on se dit à tout de suite. À tout de suite.